Écoutez ce matin une émission sur l'immigration et à la radio, et il y a une expression qui est venue sous la plume d'un auteur, comme quoi l'immigration serait une sorte d'esclavage moderne. C'est très intéressant comme formule. Cela veut dire quoi? Ça voulait dire que certains capitalistes, certains entrepreneurs étaient favorables à l'immigration parce que cela permettait d'obtenir une main-d'œuvre très commode. Et on joue sur la confusion entre immigration et intégration. Et cet auteur disait d'ailleurs que l'Église n'avait pas assez compris que l'immigration posait problème pour ceux qui immigrent, mais aussi pour les populations locales. Et ça, c'est fondamental. Donc sur ces questions, immigration, intégration, il y a énormément de double langage, de langue de bois, etc. Et la question de savoir comment présenter les choses de manière lucide. Il est clair, on sait que par exemple qu'à Athènes, les étrangers, les esclaves, jouaient un rôle majeur dans le fonctionnement de la cité, mais n'avaient pas accès au cénacle, à l'élite. On avait véritablement une société à deux vitesses. Et c'est inévitable. Tout comme il y a une différence entre le corps et l'âme, si on peut dire, entre le cerveau, entre les activités intellectuelles et les activités manuelles, il y a dans la société des intellectuels et des manuels. Le mot manuel, d'ailleurs, devant être pris dans un sens très large, qui serait plutôt de l'ordre des automatismes. Toutes les activités qui n'exigent pas une grande connaissance de la culture dominante. Donc ces activités-là n'exigent pas un mode d'intégration en profondeur. C'est pas parce qu'on fait venir des immigrés qu'on les intègre. On les intègre superficiellement, par le travail, par la feuille de paye, par le pouvoir d'achat, ils sont intégrés. Et c'est pour ça que, pour beaucoup de gens, quelqu'un qui consomme, qui a les moyens de consommer, qui a les revenus nécessaires pour consommer, il est intégré. C'est l'intégration par la consommation, et cette consommation fait fonctionner l'économie, etc., etc. Ce sont des modes d'intégration subalternes. Alors, comment traiter cette immigration par le bas? Parce qu'il y a une immigration par le haut, de gens extrêmement compétents, qui ne parlent pas forcément français, mais qui sont très compétents au niveau scientifique, au niveau technologique, et qui n'ont pas forcément besoin de parler la langue, parce que leur compétence est telle qu'elle mérite même d'être l'objet de traducteurs, de traduction. Et puis des gens qui sont très peu compétents, mais qui peuvent travailler parce que les outils de travail disponibles n'exigent pas une hyper-compétence, mais une compétence de base. Beaucoup de travailleurs, comme on dit, immigrés, algériens, ont été intégrés par le bas. Intégrés, entre guillemets. Alors, les femmes, par exemple, sont également des immigrés, parce que l'immigration, c'est pas seulement les gens qui viennent d'un autre pays ou d'une autre langue. Ce sont des gens aussi, par exemple, comme l'exode rural, qui viennent des campagnes vers les villes. Ça aussi, c'est une forme d'immigration.
qui viennent de la province vers Paris, c'est aussi une forme d'immigration, qui sont dans une forme d'ascension sociale, notamment pour les femmes, c'est aussi une forme d'immigration. Par exemple, pour une femme de travailler, de gagner sa vie, comme on dit, c'est aussi un enjeu qui passe par l'immigration par le bas. Et à un moment donné, la question d'abord se pose, est-ce qu'on doit donner le droit de vote à ces immigrés? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. En 1944, on a donné en France le droit de vote aux femmes, qui quelque part étaient des immigrés. Immigrés puisque les femmes elles-mêmes le disent, elles étaient en train de conquérir un certain marché de l'emploi auquel elles n'avaient pas eu accès auparavant. C'est l'immigration. Et l'immigration, quelque part, est paradoxalement un élément de conservatisme. Parce que quand on veut s'intégrer par rapport à des automatismes. Seule l'élite est vouée à rompre ces automatismes, paradoxalement. Quand cette élite n'a rien à prouver, n'a pas à prouver qu'elle est intégrée, n'a pas à prouver qu'elle connaît la question. Je dis toujours, par exemple, qu'un immigré ne posera pas de questions pour ne pas se faire remarquer. Ce sont justement les gens qui sont bien dans leurs bottes, qui sont bien chez eux, qui posent des questions, qui se posent des questions et qui remettent en question certaines choses. Mais quelqu'un qui vient d'arriver ne va pas poser de questions parce qu'il est en position de vulnérabilité et de fragilité. Puisqu'il est là justement pour être intégré, et être intégré, c'est-à-dire, au fond, c'est un profil bas, au fond. Profil bas. Ne pas se faire remarquer, laisser entendre qu'on comprend très bien ce qui se passe, qu'on est tout à fait au fait des choses qui sont là, qui se présentent. Alors peut-on à la fois montrer qu'on est conforme, qu'on donne des gages de conformité, et en même temps affirmer sa différence. Ça me paraît une sorte de double bind, de double contrainte assez difficile à gérer. Et c'est ce double bind justement qui pèse, qui hypothèque le comportement migratoire, qui est un comportement donc, même s'il est majoritaire, ça ne change rien au problème. On peut tout à fait imaginer que nous avons une société qui majoritairement est marquée par l'immigration, si on prend tous les exemples et tous les cas de figure que je viens de signaler. Je ne suis pas convaincu que la loi de la majorité soit la meilleure solution. D'ailleurs, on se dépêche d'élire des députés pour que, justement, il y ait une minorité qui dirige le pays. On élit, on choisit, on sélectionne. N'oublions pas quand même que les élections sont une forme de sélection. Là aussi, il y a une sorte de contradiction. Mais cette contradiction est d'autant plus pénible, quelque part, et je terminerai là-dessus, que, et ça renvoie à d'autres sujets que j'ai abordés, c'est le problème de la cyclicité, le rôle du peuple dans le fonctionnement de la gouvernance. Est-ce qu'il est normal que le peuple procède à l'élection, fasse le choix du meilleur candidat, puis ensuite du meilleur candidat dans les primaires et du meilleur candidat lorsqu'il y a des élections législatives ou présidentielles ou autres. Aujourd'hui, on entend des propos de ce genre, on entend des propos aussi bien de la part de Fillon que de Hamon, qui dit, finalement, laissons
le scrutin universel, le suffrage universel, décidé par-delà les prises de position judiciaires ou autres. Hamon, à un moment donné, maintenant il a un peu changé, il y a quelques jours, il disait encore, moi je ne cherche pas à m'entendre avec Mélenchon, ça sera le peuple de gauche qui tranchera. C'est très dangereux parce que, à ce titre-là, ils ne seront pas ni l'un ni l'autre au second tour. Alors, avec des politiques comme ça, Hamon s'est piégé parce qu'il n'a pas cherché en temps utile à se rapprocher de Mélenchon. Maintenant, il essaie de le faire in extremis, comme il l'a fait en obtenant le ralliement de Yannick Jadot. Mais c'est un peu tard. Il change son fusil d'épaule. Maintenant, il dit, mais non, c'est aux hommes politiques de s'entendre, aux appareils de trouver des solutions. Ce que dit très bien d'ailleurs Jagot. Il dit, bon, ben voilà, on va me promettre un certain nombre de circonscriptions où il n'y aura pas, pour les sortants, pour les écologistes sortants, il n'y aura pas de candidats socialistes en face. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où on doit se poser la question de savoir est-ce que, au lieu que ces hommes politiques s'organisent entre eux, que ces formations politiques s'organisent entre elles, on laisse le peuple décider. Est-ce que ce n'est pas ça qui a fait le lit du Front National? Au nom du peuple. On accorde des privilèges exorbitants au peuple. Et le peuple, c'est majoritairement donc des immigrés de toutes sortes, femmes, provinciaux, etc. Et ça, je crois que ça n'a pas été assez signalé, ce problème-là. Les défaillances des appareils politiques ont été aujourd'hui majeures, parce que même le fait qu'il y ait des élections primaires, c'est déjà un échec des appareils politiques. C'est déjà une faillite. Alors on se plaint à la fois de l'émergence qui permettra au Front National d'être au deuxième tour, et à la fois on s'aperçoit d'une capacité, une incapacité des politiques, notamment à gauche, mais à droite aussi, de s'entendre. Je donnerai deux exemples. À gauche, parce que on laisse le peuple arbitrer aux primaires de gauche et ensuite pour les élections en disant bah, écoutez, le peuple décidera quel est le meilleur candidat, comme si les élections, les gens savaient à l'avance quel serait le résultat. Les gens vont voter, ils votent pour lui, pour là, ils savent pas où ce que ça va donner. Donc, quand vous avez des gens qui votent dans un petit groupe, on sait ce que l'un et l'autre va faire et on connaît le résultat du vote. On fait attention à ce qu'on dit. Mais quand il y a des millions de gens qui votent, ils ne savent pas le résultat du vote. Donc chacun vote en son âme et conscience, mais ça ne donne pas un résultat très intéressant nécessairement. Donc, et puis alors à droite, l'affaire Fillon a montré aussi une certaine incompétence. On a eu également les élections, les primaires, et qui ont été très mal organisées, puisque on n'a pas prévu que s'il y avait un problème avec le candidat qui ressortait, on n'avait pas prévu de plan B. Et on a surtout vu les républicains incapables de résoudre leur crise. Sinon, en disant, ben voilà, le peuple décidera. Il a décidé pour Fillon, mais maintenant, par rapport aux élections qui ont lieu dans 2 mois, les républicains ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas s'organiser. Ils sont prisonniers de résultats des primaires. Et quelqu'un disait l'autre jour que les primaires ont été gagnées par certaines franges de l'électorat qui étaient plus militantes, plus organisées, ce qui peut fausser totalement le résultat des primaires. Et aujourd'hui, les républicains sont dans une situation fausse parce que ils ont démissionné de leurs responsabilités
ils ne savent plus discuter entre eux, ils ne savent plus choisir entre eux celui qui va aller les représenter, et on laisse ce droit, ce pouvoir au peuple de droite, au peuple de gauche, etc. Voilà ce que je voulais dire, et cela, c'est pas du tout incompatible avec ce que je disais tout à l'heure sur immigration et intégration, puisque cette immigration débouche sur une intégration, cette intégration débouche sur le droit de vote, etc. etc. Et j'ai montré, par mes recherches psychologiques, que de toute façon, il y a des moments où le peuple, dans sa globalité, est amené à sélectionner, à élire. On a vu ce que ça donnait pour le Brexit, on a vu ce que ça donnait pour Trump, et on a vu ce que ça a donné pour Hamon, on a vu ce que ça a donné pour Fillon. Et par ailleurs, il semble que la tendance soit en train de s'inverser. On a eu l'exemple du rapprochement entre Bayrou et Macron. On a eu l'exemple le lendemain entre Jagot et Hamon. Et ça peut continuer comme ça. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de faire la critique, puisque je dis qu'il y a des périodes où, au fond, on laisse le peuple arbitrer. Pourquoi pas? Donc, c'est des périodes qui sont comme ça. Admettons. Il faudra en tenir compte au niveau du droit constitutionnel, c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'il faudra intégrer cette information et voir comment la contrôler au niveau du déroulement des élections et du calendrier des élections. Et puis, un autre moment où on arrête les frais et on laisse la classe politique, au niveau des professionnels de la politique, en quelque sorte, s'organiser, prouver qu'ils ont le sens de la synthèse, prouver qu'ils sont capables de dépasser un certain nombre de clivages et de faire ressortir des solutions et des personnalités. C'est ce qui est en train de se produire actuellement, c'est ce qui va probablement se produire dans les 2 mois qui viennent, et ça pourrait, mais ça c'est une question de calendrier astrologique sur lequel je sais que beaucoup de gens ont les plus grandes méfiances, bon. Mais c'est quelque chose qui pourrait se produire et qui pourrait amener à ce que la foi dans la décision du peuple décline considérablement dans les semaines à venir. Peut-être pas suffisamment tôt, mais en tout cas ça va le faire. Et à ce moment-là, le Front National risque d'en payer le prix, puisque comme je disais tout à l'heure, il surfe sur cette démission de la classe politique qui dit bon, ben, le peuple arbitrera. Alors le peuple, ce sont en grande partie des étrangers, des femmes, des provinciaux, des gens qui viennent de la campagne, etc. Enfin bon, il y a tout un processus d'exode de toutes sortes de façons, et c'est le problème de l'immigration. Donc finalement, on n'a pas fait assez attention à la problématique du vote et de la connexion entre immigration, et vous avez bien compris que je prenais ce problème en sens très large, immigration non seulement de devenir ou pas français, mais immigration au niveau de l'intégration dans un endroit auquel on n'appartient pas et dans lequel on doit s'inscrire quelque part.